Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire de Grisby, consacré à la thématique du private equity, thématique chère à notre cœur. Vous le savez peut-être, mais en tout cas depuis plusieurs années, au sein du cabinet Grisby Gestion Privée, nous sommes particulièrement attentifs à cette thématique du private equity qu'on apprécie particulièrement. L'offre de private equity depuis quelques petites années ne cesse de s'enrichir et de se développer, et notamment l'offre qui est rendue accessible aux investisseurs privés. C'est une très très bonne chose. Néanmoins, comme l'offre se diversifie et s'enrichit, il est d'autant plus important de bien appréhender, de bien comprendre cette classe d'actifs avant de se lancer, découvrir effectivement tout ce que cela recouvre, avantages bien sûr, les inconvénients, les risques, on verra ça tout à l'heure. Pour y voir plus clair, nous avons la chance aujourd'hui d'être accompagnés par Paul et Édouard d'Opal Capital, experts du non-coté et du private equity, ainsi que de Marc du cabinet Grisby Gestion Privée. Je vais d'ailleurs tout de suite vous laisser la parole pour vous présenter, si vous le voulez bien. Paul, si tu veux bien commencer. Oui, bonjour à tous. Donc Paul Moreno-Blosseville, je suis le président d'Opal Capital. Au sein d'Opal, je suis notamment le directeur des investissements. Merci Paul, Édouard Bonjour à tous, c'est Édouard Laurent, je suis le directeur du développement de Val Capital. et Marc. Bonjour à tous, Marc Guillaume, conseiller en investissement financier chez Grisby Gestion Privée. Merci pour votre participation à cet événement, suivi par de nombreux participants. N'hésitez pas à poser vos questions. On va démarrer tout de suite avec Marc pour défricher cette thématique du private equity. Est-ce que tu peux nous en dire plus, nous expliquer exactement ce que cela recouvre notamment? Je te donne la parole. Merci Marc. Oui, bien sûr. Alors, avant de parler du non-coté, un petit point de contexte sur le cabinet Grisby Gestion Privée. On est un cabinet de gestion de patrimoine moderne avec des process administratifs digitalisés et toujours à la pointe de ce qui se fait en matière d'investissement, toutes classes d'actifs confondues. On a toujours souhaité proposer les meilleurs investissements au meilleur prix à nos clients sans se mettre de contraintes, quitte à sortir un petit peu des sentiers battus. Et aujourd'hui, on est là pour parler d'un type d'investissement bien précis qui est le private equity. Alors, de façon très simple, le private equity, c'est un investissement d'un fonds dans le capital d'une ou plusieurs sociétés qui n'est pas coté en bourse et qui a pour objectif d'accompagner la croissance, le développement de cette société, de ces sociétés, pour revendre sa participation plus tard, plus cher, de façon très simple. Selon les stratégies, les fonds de private equity investissent dans des sociétés avec des maturités, des profils, des niveaux de développement différents et des profils financiers variés. Il y a aussi les fonds de dette, donc qui ne prennent pas de participation au capital des sociétés et qui vont les aider dans leur accroissement au travers d'un montage financier pour les aider. Alors, c'est une classe d'actifs qui existe depuis très longtemps, qui commence seulement à se démocratiser auprès d'une clientèle de particuliers. Mais chez Grisby Gestion Privée, nous sommes convaincus par la pertinence de cette typologie d'investissement et la grande majorité de nos clients ont déjà du private equity dans leur patrimoine. Il est possible d'y accéder au travers de l'assurance vie française, de l'assurance vie de droit luxembourgeois, mais aussi en direct par notre intermédiaire. Alors l'intérêt d'avoir très vite proposé du non-coté à nos clients, c'est que nous avons de l'avance sur beaucoup de nos confrères et banques privées sur la connaissance de son marché. Nous sommes très sollicités par des acteurs financiers variés pour la commercialisation de leurs produits et nous nous devons d'être très rigoureux dans la sélection de nos partenaires et sommes très attentifs à ne pas tomber dans l'effet de mode dont peut profiter aussi le private equity. Alors, vous avez vu qu'aujourd'hui, nous faisons intervenir deux éminents représentants d'une très belle maison qui est Opal Capital, mais pourquoi eux? Je vais être très synthétique, qualité avant quantité. Euh, la qualité des fonds d'Opal Capital, la qualité de leur sélection, le professionnalisme des équipes, la structure de frais compétitive et le fait que ce soit une filiale de Tikeo qui permet un appui de taille dans la structuration des fonds sont des choses qui nous ont séduits. Et
point qui n'est pas négligeable, la digitalisation du parcours de souscription qui, pour nos clients et pour nous, est désormais un prérequis pour faciliter la partie administrative et le suivi de ces fonds. Alors, on ne travaille pas qu'avec Opale Capital, mais ils se sont assez naturellement imposés comme un partenaire de choix grâce à la variété des stratégies qu'ils proposent, et ce, toujours en lançant peu de fonds, mais dans des timings de marché adaptés. Alors, c'est sur ce point que je vais laisser la parole à Édouard et Paul pour vous présenter les différentes stratégies, les timings de marché et pourquoi il peut y avoir de l'intérêt de rentrer dans cette classe d'actifs. Merci Marc pour cette introduction. Je pense qu'Edouard et Paul, ça fait une belle transition pour prendre la parole et notamment présenter Opale avant de poursuivre. Merci beaucoup Maxime et Marc pour cette introduction. Alors concernant Opale Capital, comme le disait Marc, on est une filiale à 100% du groupe Tikehau Capital. Tikehau Capital, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une des sociétés de gestion françaises qui a été créée il y a 20 ans et qui aujourd'hui a à peu près 50 milliards d'actifs sous gestion, principalement en private equity et en dette privée. Et on peut dire que on est aujourd'hui l'un des acteurs majeurs en private equity et en dette privée en Europe. On a eu l'idée de créer Opale Capital puisque aujourd'hui, si vous voulez investir sur les fonds de Tikehau, le ticket minimum, il est à 1 million d'euros. Et donc, avant la création d'Opale, on touchait pas le marché entre 100 000 et 1 million d'euros. Et donc, on a décidé de créer Opale avec comme vision d'être en architecture ouverte et de proposer une sélection des fonds qu'on considère comme les meilleurs au niveau mondial, mais en étant agnostique sur ceux de Tikehau. Et donc, pour vous donner quelques chiffres dont on va reparler après, on a regardé 1800 fonds, on en a analysé, on en a conservé 18, et sur les 18, il n'y en a que 2 de Tikehau. Et donc, vraiment, on fait une sélection le plus en architecture ouverte possible. Notre vision, fondamentalement, c'est que sur les 20 dernières années, le private equity a surperformé, porté par des taux d'intérêt bas et des taux de croissance élevés. Et qu'en fait, depuis la remontée des taux autour de l'année 2022, on est dans un nouveau paradigme économique et que ce nouveau paradigme économique va beaucoup secouer la classe d'actifs, notamment du private equity, et que si on ne remet pas au cœur de notre offre la sélection, on s'expose à un peu de tension sur cette classe d'actifs, ou en tout cas pas aux performances qu'on a vues sur les 20 dernières années. Et c'est pourquoi on a mis au cœur de notre offre la sélection, et que cette sélection, on l'a fait en 2 étapes. La première, c'est qu'on va regarder quelles sont les stratégies qui sont pertinentes en fonction de la conjoncture. Et Paul va en parler ensuite, donc celles qui sont citées sur la slide, les stratégies au sein du private equity, de gross buyout, de secondaire, de co-investissement, ou en dette privée, de crédit tactique et de direct lending. Et ensuite, ce qu'on va faire, une fois qu'on a sélectionné les stratégies, c'est qu'on va analyser quels vont être les meilleurs fonds au niveau mondial sur chacune des stratégies, en utilisant évidemment nos relations avec les fonds d'investissement de premier plan. On a mis quelques logos ici, du Goldman Sachs, du AlpInvest ou du Lexington Partners par exemple, pour les rendre assez accessibles pour nos partenaires via un process 100% numérique, comme le disait Marc. Aujourd'hui, tous nos produits ont des TRI cibles entre 13 et 22% net pour l'investisseur, un ticket minimum sur chacun de nos produits à 100 000 euros au lieu de plusieurs millions d'euros. Évidemment, tous les fonds dont on va parler sont normalement accessibles à plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions d'euros, tous disponibles en direct ou en contrat d'assurance vie luxembourgeois, comme le disait Marc. Et ce qui est très important, c'est que, comme je vous disais, la sélection est clé, et la sélection qu'on fait, on y croit, puisque on investit les fonds propres de Tikehau dans chacun des fonds qu'on va sélectionner pour assurer l'alignement d'intérêt avec l'investisseur final. Ensuite, le point qui est important sur le private equity, et c'est la raison pour laquelle on voit cet engouement aujourd'hui, c'est que sur les 10 dernières années, et même si on regarde sur différentes échelles de temps, on se rend compte que le private equity, en moyenne, surperforme l'ensemble des autres classes d'actifs. Là, on voit par rapport au capital investissement, il y a 13,3% sur les 10 dernières années de performance annuelle, supérieur au CAC 40, supérieur à l'immobilier, supérieur au hedge fund. Donc ça, c'est ce qu'on voit on va dire, de manière structurelle. Et au-delà de ça, si on est capable d'aller sélectionner les meilleurs fonds de private equity, ce qu'on appelle le premier quartile, on peut obtenir des surperformances très importantes. On voit ici, en moyenne, sur les 10 dernières années, le premier quartile des fonds de private equity a fait plus de 25% de performance annuelle. Alors, c'est pas magique. Cette surperformance, elle s'explique par des
fondamentaux du private equity qui sont structurels. Et donc, on pense que ces fondamentaux structurels, c'est pas qu'on pense, c'est qu'on sait que ces fondamentaux structurels vont se répliquer dans les années qui viennent. Ces fondamentaux, le premier, c'est l'alignement d'intérêts et la proximité. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'un fonds de private equity, la plupart de l'équipe d'investissement va investir personnellement dans le fonds. Donc, elle a intérêt à ce que ce fonds surperforme. Et le fonds de private equity va racheter des entreprises en structurant l'actionnariat pour que le top management des entreprises qui vont racheter vont aussi être actionnaires de ces entreprises. Ce qui veut dire que quand vous investissez dans un fonds de private equity, vous avez un alignement d'intérêt avec l'équipe d'investissement du fonds de private equity et avec le manager qui prend des décisions au jour le jour dans l'entreprise. Et cet alignement d'intérêt est fondamental dans la réussite du private equity. Au-delà de ça, les fonds de private equity ont une gestion active et proche de leur participation et peuvent leur apporter beaucoup de valeur puisque les problématiques auxquelles sont confrontées les entreprises qu'ils ont achetées, souvent ils les ont déjà eues dans des entreprises précédentes. Deuxième point, c'est la maîtrise de l'information. En fait, un fonds de private equity va faire des due diligence très approfondies avant d'acheter une entreprise et va faire une opération en demandant beaucoup plus d'informations que ce que pourrait faire un fonds coté qui achèterait, un fonds qui achèterait des entreprises ou des actions d'entreprises cotées. Il peut obtenir beaucoup plus d'informations. Ensuite, il y a une maîtrise du timing. On va en parler ensuite. Ce sont des investissements qui sont illiquides sur une période de 10 ans, mais ce qui laisse le temps à l'équipe du fonds d'investissement pour investir pendant à peu près 5 ans et ensuite pour désinvestir pendant aussi à peu près 5 ans, qui leur permet notamment, si jamais il y a une crise par exemple, d'acheter au bon moment et de revendre au bon moment. Toujours au sein de la maîtrise, il y a la maîtrise du financement avec l'utilisation de l'effet de levier qui peut permettre d'obtenir des meilleures performances, même si on verra que dans le contexte actuel, il faut faire très attention à cet effet de levier, et notamment aux fonds qui ont beaucoup utilisé l'effet de levier par le passé. On est moins fan chez Opale. Dernier point sur la maîtrise de la gouvernance, étant donné que les fonds sont au bord des entreprises, ils peuvent, on va dire, les gouverner en fonction de leurs intérêts. Troisième point, enfin, sur les fondamentaux du private equity, l'univers d'investissement. Il y a en France, là on a mis le chiffre en France, 200 fois plus d'entreprises non cotées de plus de 10 millions de chiffre d'affaires que d'entreprises cotées. Ça veut dire que vous avez accès à une puissance de diversification énorme et notamment à des secteurs et des sous-secteurs qui n'existent pas en coté. Donc en fait, si vous voulez diversifier votre portefeuille, il n'y a pas d'autre moyen pour toucher certains secteurs que de faire du private equity. En face de ces fondamentaux, il y a des risques à avoir en tête. Il y a un risque de liquidité. On est sur des produits qui sont illiquides sur une durée de 10 ans. Alors avec des appels de fonds sur 5 ans et des distributions sur 5 ans, mais au total, vous vous engagez sur 10 ans. Il y a un risque de perte en capital sur chacun des produits. Il y a un risque de performance, les performances cibles qui sont, aucune des performances cibles n'est garantie. Et enfin, un risque lié au cycle économique qui sont importants de noter. Une fois qu'on s'est dit ça, on a vu donc que le private equity, c'est une classe d'actifs extrêmement performante en potentiel. On doit parler des 10 dernières années, mais en fait, c'est le cas sur n'importe quelle période de 10 ans glissante depuis les 50 dernières années. Que c'est vraiment quelque chose qui se confirme année après année et qui est justifié en fait par les fondamentaux que vient d'évoquer Edouard. Maintenant, si on prend un peu de recul et qu'on regarde comment faire pour bien investir de façon générale, on a ce graphique qui nous paraît extrêmement utile de dispersion des performances. Et là, vous avez sur la partie gauche les performances sur des stratégies cotées, je dirais classiques, de long only, où vous avez une société de gestion qui va prendre des positions dans le capital de sociétés cotées ou qui va prendre des positions dans des obligations. Et en fait, ici, ce qu'on voit, c'est une dispersion qui est relativement faible. Ça reste encore 5 à 6 points de TRI sur toutes ces stratégies, encore moins sur la partie des obligations, comme vous le voyez, 1,8%. Donc, si vous avez une dispersion qui est faible, ce qui veut dire quoi? Que l'erreur que vous faites à choisir le mauvais gérant par rapport au bon gérant coûte certes un peu de performance, mais ne coûte pas très cher. Et surtout, vous pouvez, si vous vous rendez compte de cette erreur, partir, demander le rachat de cette position et puis aller investir ailleurs. C'est pas du tout le cas dans les stratégies alternatives. Donc là, on vous a mis tout ce qui est hedge fund et les stratégies privées. Et en fait, ici, donc la médiane est supérieure à ce que vous voyez sur les stratégies cotées. Ça, c'est le premier point. Et en fait, ça confirme ce qu'Edouard avait montré sur la page des performances. Mais ici, en fait, le bénéfice de la sélection est surdimensionné par rapport à ce que vous avez sur les stratégies cotées. Ici, vous avez vraiment l'intérêt d'aller sélectionner les gérants qui vont faire partie des meilleurs performeurs, parce que là, c'est pas 5 à 6 points de TRI que vous allez gagner, c'est plutôt une trentaine. Donc c'est colossal, sachant que pour vous la faire de façon assez simple, un investissement de 100 000 euros, si vous faites 12% de TRI
sur 10 ans, vous le triplez. Donc là, en fait, gagner 31 points de TRI, c'est tout simplement colossal. Donc ici, c'est vraiment ça qu'il faut se dire. C'est d'une façon assez synthétique sur cette page. Si vous pensez stratégie cotée, la sélection est certes importante, mais n'est pas cruciale. Sur les stratégies non cotées, la sélection est vraiment ce qu'il faut, ce sur quoi il faut mettre vraiment l'accent. Et donc, on va voir juste après comment faire cette sélection. Il faut penser sélection parce que c'est là-dessus que tout se va faire. Le premier point, c'est de se dire que l'univers de sélection doit être le plus large possible. Ici, pourquoi est-ce qu'on vous met plein de logos? En fait, ça correspond à notre approche et on commence avec un univers de sélection le plus large possible et on va vraiment se forcer à parler avec le plus de fonds possible. Ça correspond à plus de 1800 fonds depuis qu'on a été créé. Et ici, vous avez les logos tout simplement des fonds avec qui on a parlé, qu'on a rencontrés depuis le 1er janvier 2024. Donc, mais en fait, c'est nécessairement la première étape pour une sélection qui se porte bien. C'est de raisonner sur un univers le plus large possible. Et vous voyez ici que vous avez aussi bien des noms français que des noms suédois. Par exemple, EQT, c'est un fonds suédois. Des fonds anglais, HG, c'est un fonds anglais. Des fonds américains, des fonds canadiens. Il faut vraiment partir sur le fonds d'investissement, enfin, l'univers d'investissement le plus large possible et ensuite venir filtrer. Si vous regardez notre approche à nous, et en fait c'est sur ça que je vais me lancer sur une petite métaphore filée. Il faut se dire qu'en fait la sélection d'un fonds de private equity dans lequel investir, c'est l'équivalent de choisir le bateau dans lequel vous allez naviguer. Et en fait, quand vous allez choisir un bateau, il y a plusieurs choses à faire. Il faut d'abord se mettre d'accord sur la mer dans laquelle vous allez naviguer. Et ici, par exemple, nous, on estime que la mer du leverage buyout, du capital transmis à très fort effet de levier, est une mer assez houleuse en ce moment et sur laquelle on est assez prudent. Je vous donne un autre exemple de mer, c'est la mer du venture capital, donc le capital risque. Pour nous, c'est une mer qui est en phase de cyclone. Et donc, certes, il est possible d'y naviguer, mais alors avec une extrême prudence. Et aujourd'hui, nous, on estime ne pas être capable d'aller sélectionner correctement le bateau qui va aller naviguer cette mer. Donc, il faut vraiment se dire que cette sélection des stratégies, et donc les mers dans ma métaphore, c'est quelque chose qui peut être assez cyclique et qu'il y a des mers dans lesquelles il vaut éviter de naviguer à certains moments de l'année et certaines mers où, au contraire, ça va être de façon très stable et très prédictible, une mer qui va être navigable sur les 10 prochaines années. C'est ça la question qu'il faut se poser. Hein. Une fois qu'on a sélectionné la mer et donc la stratégie qui correspond à celle à laquelle on veut s'exposer, et ben en fait, il faut sélectionner le bateau qui va naviguer cette stratégie. Et en fait, selon les mers, les caractéristiques du bateau peuvent être complètement différentes. Certaines mers vont nécessiter d'avoir plusieurs coques et un catamaran qui permet d'aller atteindre des vitesses très importantes. Sur certaines mers, au contraire, c'est plutôt le petit bateau de pêche qui va être le plus pertinent parce que il va vous permettre d'être beaucoup plus agile. Il va être certes plus lent, mais en fait, il va capturer toutes les opportunités que vous cherchez à capturer. Peut-être le premier point, c'est la sélection de la stratégie et les caractéristiques clés du fonds de private equity vont de pair. Et ça, c'est très important. Il ne faut pas choisir un fonds de secondaire sur les mêmes caractéristiques sur lesquelles on va choisir un fonds de grosse buyout, sur lesquels on va choisir les caractéristiques d'un fonds de co-investissement ou de dette privée. Juste une fois que vous avez donc sélectionné la mer et les caractéristiques principales de votre bateau, ben en fait, il faut aller sélectionner plein de bateaux, enfin analyser plein de bateaux. Et en fait, c'est là où on va aller beaucoup plus dans le détail. Donc ça, je suis dans la troisième barre de ce graphique. Il faut aller analyser dans les moindres recoins votre bateau, donc votre fonds de private equity. Et ici, si je continue ma métaphore, il faut aller regarder que chacun des écrous est bien vissé, que chacune des cordes n'est pas usée, les voiles sont bien disponibles sur le bateau en cas de besoin, que le moteur est huilé, etc., etc., etc. Donc vous allez vraiment regarder dans une analyse extrêmement poussée le moindre détail de ce fonds et vous allez aussi vous assurer que votre équipage, donc la société de gestion, est correctement composé des talents qu'il lui faut. Et donc, si je reprends ma comparaison entre les catamarans et le bateau de pêche, il y a certains bateaux sur lesquels il vous faut des skippers qui sont capables d'aller atteindre des vitesses très importantes. Et d'autres où, en fait, ce qui va compter, c'est le talent de pêcheur de celui qui remonte sur votre bateau. Et on est effectivement sur des talents assez différents. Dernier point que j'appelle insight de marché sur cette page, il faut s'assurer que parmi l'équipage, il n'y a pas des gens qui se sont blessés la veille. D'accord ? Et donc ça, c'est ce que j'appelle l'insight de marché, c'est de se dire, en fait, une fois que vous avez fait toute cette analyse, vous avez regardé les stratégies qui sont pertinentes aujourd'hui, vous avez fait la totalité des fonds qui sont disponibles sur cette stratégie et vous avez sélectionné ceux qui ont les bonnes caractéristiques clés. Vous avez regardé votre fonds dans les moindres détails. En fait, il faut compléter l'analyse en se disant, est-ce que quelque chose a changé
hier. Parce qu'en fait, votre due diligence, elle pourra pas capturer ça une fois que vous avez regardé 50 documents, que vous avez interviewé les gérants, que vous avez interviewé les patrons de sociétés dans lesquelles ils ont investi, que vous avez interviewé des fonds qui sont venus financer leurs transactions, etc., etc. Il peut manquer certains détails. On a, parmi les stratégies qui nous ont beaucoup plu, on a sélectionné un fonds qui faisait partie d'une plateforme dans laquelle il y avait voilà, une collection de différentes stratégies et qui nous paraissait extrêmement performant. Et toute la due diligence nous avait mené à la conclusion que en fait, ce fonds était parfait pour notre stratégie. On est allé voir le comité stratégique que je vous montrerai dans la page suivante, qui nous permet en fait d'aller justement capturer cette information. Donc, qu'est-ce qui s'est passé hier? Et ce qui s'était passé hier, c'était un changement de PDG au niveau de la plateforme qui était en train de pousser une approche beaucoup plus liée à la quantité de deals plutôt qu'à la qualité des deals. Et en fait, ça changeait tout pour nous parce que on était vraiment sur une stratégie très pointue dans laquelle la qualité primait. Comment est-ce qu'on fait pour avoir ce genre d'informations? Et ben en fait, il faut avoir un réseau assez dense de personnes qui, en fait, via leur maillage de connaissances personnelles et professionnelles, vont permettre d'atteindre nécessairement la totalité des fonds de la planète. Donc nous, comme l'a évoqué Marc, nous on fait partie du groupe Tikeo. Et en fait, ce que nous donne ce groupe Tikeo, c'est la capacité d'avoir ce maillage très dense et très étendu. Notre comité stratégique, on l'a sélectionné de façon à ce qu'il soit présent sur toutes les géographies. Donc, vous avez notamment des gens qui sont présents de New York à Singapour, en passant par l'Europe et le Moyen-Orient. Et donc, en fait, avec ça, déjà, on a une bonne couverture géographique. On double ça d'une bonne couverture des classes d'actifs. Donc, vous voyez ici qu'on a des représentants du private equity, de la dette privée, des actifs réels. Et en fait, avec ça, on a forcément des connaissances qui font que via un réseau étendu, on touche nécessairement quelqu'un qui travaille dans le fond dans lequel on souhaiterait investir. Dernière étape, et en fait ça ça a été évoqué par Edouard, mais c'est en fait très important, c'est comment est-ce qu'on s'assure en fait que ce comité stratégique il est vraiment motivé à aller chercher l'information là où elle manque. En fait, on va lui demander d'investir. Donc ça, c'est, je pense, en termes de gestion du risque de biais cognitif, il n'y a rien de mieux que de forcer les gens en fait, à voter avec son argent et à se dire, si vous dites que ce fonds est fantastique, ben, je veux vous voir investir avant de me dire qu'il est effectivement fantastique. Pourquoi? C'est qu'en fait, le fait d'investir dans un fonds fait que on va forcément souffrir s'il ne performe pas et on va en bénéficier s'il performe bien. Et donc, le fait de souffrir, c'est un formidable incentive à aller chercher l'information supplémentaire qui pourrait manquer. Donc voilà un peu un processus qui permet justement de couvrir une sélection de fonds sur lesquels on va vraiment avoir confiance, en tout cas en interne chez Opal Capital. C'est de se dire, je récapitule, on part du plus large éventail d'investissements possible. Et en fait, on va venir filtrer. Et dès que votre fonds ne correspond pas à ce que vous souhaiteriez de façon théorique sur la stratégie dans laquelle vous voulez vous exposer, sur les caractéristiques clés que vous voulez que ce fonds ait pour être bien positionné pour l'avenir, sur le moindre détail de la façon dont ce fonds a été positionné et sur cette équipe d'investissement et qu'est-ce qu'elle a fait hier. Donc voilà un peu, on se proposait aussi d'illustrer cela avec en fait un cas concret. Et donc notamment dans les cas concrets, c'est vous avez ici quelques exemples de questions qu'on pose lors de la due diligence. Je vous parlais des boulons, des cordes et de la disponibilité des voiles, du fait que les moteurs soient bien huilés. Dans la pratique, à quoi ça correspond? En fait, ça correspond à ce type de questions. Si j'en sélectionne peut-être une par catégorie, sur les performances, on va regarder quelle est la répartition en valeur des sorties. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est si votre fonds a fait 20 sorties, est-ce que, et c'est un fonds qui vise une performance de 2,5 fois, par exemple, et ben en fait, quelle est la proportion de sorties sur lesquelles ils ont fait au moins 2 fois? Est-ce que c'est 10% des sorties, 20% des sorties, 90% des sorties? Et en fait, ça montre une constante une constance, une régularité dans la méthodologie qui fait que un fonds qui vous dit je vise 2,5 fois, mais qui a fait ça sur 95% de ses transactions, on peut avoir confiance. Un fonds qui n'a fait ça que sur 15% de ses transactions, ben en fait,
C'est un fonds qui maîtrise moins sa matière. En termes de stratégie d'investissement, on va se poser la question de la cohérence entre l'opportunité de marché et la taille des fonds. Et ça, je vous dirais que ça peut être une vraie tentation de la part des fonds de faire des fonds de plus en plus gros. Pourquoi c'est une tentation? C'est qu'un fonds de plus en plus gros, en fait, il va capturer des frais de gestion en absolu de plus en plus gros. Et donc ça peut être très intéressant. Nous, ce qu'on veut, c'est que cette taille de fonds soit cohérente avec sa stratégie. Et si par exemple la stratégie c'est de faire des investissements dans des petites sociétés et que le fonds double, ben en fait tout simplement est-ce que il est capable d'aller chercher 2 fois plus de sociétés. Et si il accompagne 2 fois plus de sociétés, est-ce que il a le personnel qu'il faut pour accompagner 2 fois plus de sociétés? Comme je disais, en fait, une des questions qu'on va se poser très souvent dans beaucoup de stratégies, c'est la capacité à opérationnellement aller accompagner ces sociétés pour se développer. Alors, un fonds qui fait une taille qui double et où en fait concrètement ça veut dire que chaque associé doit couvrir 2 fois plus de sociétés. En fait, il y a un moment où ça devient peu crédible. Donc voilà. Donc ça c'est un autre aspect sur lequel il faut vraiment se pencher. Sur l'équipe, un alignement des intérêts. Est-ce que, comme le disait Edouard, est-ce que l'équipe investit dans son fonds? Est-ce que ils vont avoir à souffrir si jamais le fonds ne performe pas? Et est-ce qu'ils vont beaucoup gagner à faire en sorte que leur fonds performe? Et donc ça, c'est vraiment cet alignement d'intérêts, il est clé pour nous. On veut que les équipes dans lesquelles on investit aient vraiment ce qu'on appelle en anglais le skin in the game, donc cet alignement d'intérêts qui soit extrêmement fort. Les termes clés, là, en fait, on rentre dans les aspects beaucoup plus légaux du terme. Du fond. Mais ici, on va regarder vraiment les aspects sur, par exemple, les frais de gestion. Pareil, en fait, on veut pas que les frais de gestion permettent à la société de gestion de trop bien vivre sans avoir à aller chercher de la performance. Ça va faire partie des choses où on va regarder que ce soit correctement calibré. Pareil, en fait, le carried interest qui est leur rémunération de la performance. Un fonds qui irait au-delà de ce que la pratique de marché fait, on regarderait ça avec beaucoup d'interrogations. Ça peut être très positif comme ça peut être très négatif. Est-ce que c'est un fonds qui devient très gourmand sans aller chercher nécessairement plus de performance ou est-ce que au contraire c'est un fonds qui se donne des niveaux d'incentive de plus en plus élevés s'il va chercher des performances de plus en plus élevées, ça peut être aussi très positif. Donc c'est vraiment du cas par cas, mais ce qui est important c'est de se poser systématiquement la question. Et donc là-dessus en fait pour vous dévoiler un peu l'approche Opal, nous on a une grille d'analyse des fonds sur lesquels systématiquement on pose au moins 131 questions, on regarde 131 aspects avant de pouvoir juger de l'adéquation d'un fonds avec ce qu'on souhaiterait. Donc, comme vous voyez, il faut un niveau de précision assez poussé. Pour le rendre aussi très concret, j'ai évoqué quelques exemples sur ma métaphore filée sur la mer. Donc, comme je vous ai dit, la mer du venture capital, on estime que c'est la saison des cyclones, donc on ne s'y aventure pas. La mer du LBO, donc le buyout, le capital transmission, a très fort effet de levier quand on met 5-6 fois les profits en termes de dette. Là, on estime que compte tenu de l'environnement de taux d'intérêt très élevés, et où on estime, nous, que les taux d'intérêt, certes, vont baisser à court terme, mais vont rester sensiblement plus élevés que sur les 2 décennies passées. En fait, une stratégie qui est très gourmande en dette a probablement plus de chances d'être un peu décevante par rapport à ce que ça a été dans le passé. En revanche, et là c'est ce que j'appelle moi le faisceau d'intérêt, c'est quand vous avez un niveau de rémunération cible qui est cohérent avec le niveau de risque qui est pris. Alors là, ça devient très intéressant. Et là, vous avez quelques stratégies qu'on liste là. Parmi celles sur lesquelles nous on a structuré une solution d'investissement, vous avez celles qui sont en bleu foncé. Donc on aime bien nous le gros buyout qui accompagne les sociétés qui sont en forte croissance et qui sont déjà rentables et qui va les accompagner justement pour accélérer cette croissance. On aime bien les stratégies de co-investissement où concrètement vous venez remplir la case manquante d'une transaction quand cette transaction a besoin de dette et que cette dette est de moins en moins abondante et de plus en plus difficile à aller chercher. Donc là, très concrètement, c'est des stratégies dans lesquelles, historiquement, les transactions se faisaient avec 60% de dette, et là, on est plutôt à 40% de dette. Et donc, il faut venir combler les 20% manquants pour boucler certaines transactions. Et donc, ce co-investissement-là devient une solution très, très pertinente aujourd'hui. Vous avez les stratégies de secondaire qui sont, selon nous, particulièrement adaptées à la conjoncture actuelle, et on estime que
En ce moment même, elles ont un couple rendement-risque qui est anormalement favorable. Et enfin, les stratégies de crédit tactique, où là, on vient donc financer des sociétés en dette, et on vient le faire sur des situations qui sont en fait délaissées par les autres financeurs, délaissées par les banques, parce que les banques ont de plus en plus de contraintes. Et donc, ce n'est plus économique pour elles de financer certaines situations. Et donc, finalement, quand vous êtes une société et que vous avez besoin de financement, que les banques ne vous prêtent plus, non pas parce que vous êtes plus risqué, mais parce que ça devient non rentable pour elles de le faire, mais en fait, vous avez de moins en moins de financeurs possibles, et là-dessus, vous avez une situation de pouvoir de négociation pour ceux qui financent qui est extrêmement favorable. Donc voilà quelques stratégies que nous, on estime être très porteuses aujourd'hui. Donc nous, on navigue aujourd'hui très volontiers sur ces 4 mers-là, du gros buyout, du co-investissement, du secondaire et du crédit tactique. Voilà. Et donc pour finir, pour illustrer cette stratégie que j'ai évoquée du secondaire, la stratégie du secondaire, en fait, ça correspond à une approche dans laquelle le fonds qu'on va sélectionner va venir prendre les participations à la place des investisseurs historiques des fonds d'investissement. Et en faisant ça, ils vont venir résoudre les problèmes de liquidité que ces investisseurs peuvent connaître. Et parce qu'ils résolvent ces problèmes de liquidité, ils peuvent proposer en fait des décotes au prix de marché de ces sociétés, de ces fonds d'investissement. Et en fait, comme vous voyez, on estime aujourd'hui qu'on a une situation anormalement favorable sur les fonds de secondaire parce que, comme vous voyez, les décotes aujourd'hui, en 2022 et 2023, et aussi sur la première moitié de 2024, sont assez élevées, entre 15 et 20% sur la moyenne du marché. Et en sélectionnant correctement les fonds, on peut aller atteindre plutôt même des 25% de décote. Et en fait, ce mécanisme des décotes fait que c'est un avantage vraiment structurel sur cette stratégie, puisqu'elle va permettre en fait de venir agir comme un amortisseur. Lorsque les crises se produisent, comme vous voyez sur la crise de 2008, l'amortisseur est particulièrement élevé et actif. Et en fait, c'est comme ça qu'on va venir aller chercher les performances que vous voyez sur le graphique du centre, où en termes de performances atteintes, les fonds de secondaire ont une médiane qui est même supérieure aux fonds de private equity classique, avec une dispersion qui est bien moindre. Donc c'est pour ça qu'on estime, nous, que c'est une stratégie qui est très attractive. C'est une stratégie très stable dans le temps et qui aujourd'hui connaît des décotes particulièrement importantes. Une question qui concerne l'afflux de capitaux. L'afflux de capitaux important ne risque-t-il pas de réduire votre exigence de sélection? On a vu l'importance de la sélection. Est-ce que tu peux dire deux mots par rapport à cette question? En fait, là-dessus, je vais rester sur l'approche spécifique à Opal Capital, mais comme je l'ai évoqué, nous, on s'impose d'investir aux côtés de nos investisseurs finaux. De façon très pratique, ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, sur 100% des engagements des fonds Opal, 95% viennent de nos clients et 5% viennent de Tikeo, avec 3% qui viennent des fonds propres de Tikeo et 2% qui viennent des salariés de Tikeo. Et en fait, c'est un ratio qu'on veut conserver. Donc, pour répondre directement à la question, si on a un afflux de capitaux important, on peut l'accepter dans la mesure où on acceptera nous aussi d'investir plus. Et donc, en fait, comme on investira plus, notre exigence de sélection restera intacte. Ok, merci beaucoup Paul Paul et Edouard pour cette présentation. Désolé pour le son qui est pas très bon. Marc, je te laisse poursuivre en quelques mots pour expliquer voilà, qui s'adressent notamment les fonds dont on vient de parler, le private equity au sens large, s'il te plaît. Alors, à qui s'adressent ces fonds? Aux investisseurs ayant un patrimoine mature, dans un premier temps, parce qu'il faut disposer de 100 000 € de liquidité à investir sur le long terme. 100 000 €, c'est le ticket d'entrée, c'est pas une donnée qui sort de nulle part. C'est le ticket minimum sur tous les fonds pour les investisseurs avertis ou assimilés. Et pour rentrer dans ces fonds assez confidentiels, il faut répondre à au moins 2 critères sur les 3 suivants qui sont soit être un investisseur professionnel, donc une profession financière, mais on n'est pas tous banquiers d'affaires ou DAF. La deuxième condition, c'est disposer d'un patrimoine mobilier supérieur à 500 000 €. Et la troisième condition, c'est avoir réalisé des opérations de marché en nombre important sur les 24 derniers mois.
Ce type de fonds, les fonds pour les investisseurs avertis ou assimilés, il a généralement une durée de vie proche de 10 ans, on l'a évoqué, avec des prorogations possibles de 1 à 4 années, selon les millésimes, pour autoriser les gérants à faire des cessions dans de meilleures conditions et éviter de détruire de la valeur, toute cette valeur qui a été créée pendant la durée de vie des fonds. Il faut également avoir en tête que le montant de votre engagement va être appelé soit en une fois, soit en plusieurs fois. Donc il y a une logistique qui peut être un petit peu nouvelle pour certains de nos investisseurs qui ne connaissent pas cette typologie de fonds. Et ce sont des appels de fonds qui sont en général étalés sur 5 ans au gré des opportunités relevées par les gérants de fonds. Dites-vous que chaque euro appelé est un euro investi, donc c'est important d'avoir ces appels de fonds pour optimiser les TRI. Alors, ce sont des fonds qualifiés de risqués, où votre capital il est bloqué jusqu'à ce que des redistributions interviennent et jusqu'à l'échéance du fonds. Certaines stratégies sont sur des momentum de marché qui sont excellents. Nous sommes chez Grisby Gestion Privée des investisseurs de long terme avec de fortes convictions. Donc, soyez opportunistes. N'hésitez pas à nous interroger sur ces stratégies pour en savoir plus avec les équipes de Grisby Gestion Privée. Et je laisse le mot de la fin à Maxime. Merci beaucoup Marc et une fois de plus merci Paul et Edouard pour cette présentation. Je regarde juste une dernière question qui vient d'arriver. Pour une souscription prévue chaque année, est-il pertinent de continuer sur des fonds secondaires ou vaut-il mieux intégrer d'autres stratégies d'EPE? Ce qui est important, c'est d'avoir une bonne diversification des stratégies d'investissement sur lesquelles on investit. Donc oui, le secondaire, c'est une stratégie d'investissement à regarder en priorité, mais bien évidemment, en fonction de sa capacité d'investissement, on peut aller investir dans d'autres stratégies d'investissement pour diversifier encore davantage, et c'est important de le faire. L'équipe de conseillers Grisby Gestion Privée est là justement pour vous aider en fonction de votre profil, de votre situation, de vos besoins, vous accompagner sur les profils et les stratégies d'investissement qui semblent être les plus pertinentes pour vous. Opal Capital travaille de manière très sérieuse et professionnelle avec un focus gigantesque sur la sélection. Vous l'avez compris, c'est essentiel d'être extrêmement sélectif, surtout que l'offre ne cesse de se développer et on n'est qu'au tout début de ce phénomène. N'hésitez pas à le partager également à vos proches qui potentiellement pourraient être intéressés. Une fois de plus, on est à vos côtés dans le cadre de vos réflexions et de votre démarche d'investissement. Merci pour votre écoute, vous étiez très nombreux et à très bientôt.